arbre. Voilà, lorsqu'on est un peu plus jeune, quelquefois on peut avoir tendance à s'énerver un peu, ce qui n'a pas été le cas là. Ça a été maîtrisé, beaucoup de sang-froid. Donc c'est dans ce sens que on fait très attention, que Didier fait très attention en anticipant au maximum ce qui peut se passer 10 minutes ou 15 minutes après, ou au coup de sifflet final, quand on sent que c'est tendu, ce qui était le cas sur ce match contre le Paraguay. Mais je trouve qu'ils ont fait preuve même jeunes, de beaucoup de sang-froid. Aujourd'hui, Damien Degan, l'équipe. Puisqu'on parle des jeunes, au Maroc, il y a un jeune joueur que vous connaissez, Ayoub Boadi, donc qui a choisi le Maroc. Récemment, dans un entretien, Hubert Fournier, le DTN, a déclaré que c'était une grosse perte pour la Fédération française. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Hubert Fournier? Et est-ce qu'à un moment, sur l'année qui s'est écoulée, la saison qui s'est écoulée, vous avez pensé avec Didier Deschamps à le sélectionner? Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait dit exactement ça, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Évidemment que Boadi, on le connaît, c'est un pur produit de la formation française. Il a fait toutes les équipes de jeunes, moins de 16 ans, moins de 17 ans, moins de 18 ans, moins de 20 ans, espoir. Il est né dans la région parisienne autour, dans l'Oise. Il a grandi. Il a fait toute son adolescence à Creil. Il est parti à Lille après. Donc c'est évidemment quelqu'un qu'on connaît bien, que les entraîneurs nationaux qui l'ont eu dans les équipes de jeunes connaissent bien. Un très bon joueur avec les espoirs. Après, il a fait un choix à un moment donné de sa carrière et on ne va pas le blâmer pour ça. Bien au contraire, il a fait un choix, on le respecte, son choix. Je répète, c'est un bon joueur, c'est même un très bon joueur. Voilà, comme beaucoup d'autres joueurs, il a choisi une autre nationalité sportive. C'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois non plus, je crois. Il se trouve que dans ce secteur de jeu, on est assez fourni. Quand vous avez Tchouaméni, quand vous avez Rabiot, Koné, Warren, Zaïre Emery et N'Golo Kanté, si je vous demande lequel il faut enlever, je ne suis pas sûr que j'ai la même réponse avec tout le monde dans la salle. Voilà, donc c'est un problème de qualité, de quantité, mais ça reste un bon joueur, voire un très bon joueur. Bonjour Guy. Oui. Bertrand Latour, Infosport Plus Canal. À quel style d'opposition est-ce que vous vous attendez pour ce quart de finale? Quel type de match vous allez préparer? Et quel ailier gauche français pour vous quel style d'ailier gauche français serait le plus à même de poser des problèmes au latéral droit marocain? Merci. Troisième question, il faut que je donne l'équipe déjà. Ouais. D'abord, ce sera une opposition complètement différente de ce qu'on vient d'avoir, bien sûr. Ça ne sera pas un bloc bas. Équipe de Maroc qu'on a visionné ce matin avec tout le Didier et tout le staff technique et les observateurs. C'est une équipe qui est bien organisée, bien structurée. Une équipe qui a une certaine solidité et puis surtout une équipe qui est très bonne en transition, qui a marqué beaucoup de buts, qui en a marqué 10, je crois, en 5 matchs, c'est-à-dire l'équivalent de 2 buts par match. Voilà, avec des atouts aussi individuels, que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche. Et donc, nous, de notre côté, il faudra qu'on ait d'abord bien récupéré, parce que le dernier match, avec la chaleur et l'intensité des duels, ça a laissé quelques traces quand même. Mais on a encore 3 jours pour bien se préparer. Donc voilà, une équipe du Maroc qui était demi-finaliste, on le sait, du dernier mondial, qui était finaliste de la dernière CAN. Voilà, c'est une équipe de qualité, indiscutablement. Ailier gauche, réponse la veille du match, comme vous avez l'habitude d'avoir la longue vue, et donc vous verrez à ce moment-là, quoi. Bonjour Guy,
Stéphane Bianchi Bonjour. du Parisien. 2 petites questions autour de Didier. Peu d'observateurs imaginaient qu'il aborderait cette compétition avec 4 attaquants purs. Est-ce que ça veut dire qu'il a changé ou que nous nous sommes trompés? Et la deuxième question, est-ce que pour cette dernière Coupe du Monde, tu as perçu chez lui des choses différentes du Didier que tu connais? D'abord sur les joueurs, les attaquants ou les joueurs offensifs, je préfère plutôt les appeler les joueurs offensifs, ça fait quand même plus d'1 an que ça dure. C'est pas venu juste pour le mondial. Le fait d'être organisé en 4-2-3-1, donc les 3 plus 1, les 4 joueurs offensifs sont des joueurs qui sont utilisés, pas toujours les mêmes, mais qui sont utilisés depuis plusieurs mois, plus d'1 an, il me semble. Donc voilà, c'est parce qu'on a des joueurs de qualité et on a des joueurs qui sont capables d'attaquer, qui ne sont pas capables de défendre. Évidemment qu'à un certain moment, il peut y avoir un déséquilibre. Et il faut aussi, quelquefois, accepter ce déséquilibre. Après, sur Didier, non, il s'est passé évidemment ce qui s'est passé. Il avait besoin de faire son deuil. Là, il est revenu. Je trouve qu'il est là. Il a retrouvé de l'énergie. Il est très, très, très présent, toujours soucieux du moindre détail. Voilà, et puis très, très focalisé sur les matchs et pas du tout ce qu'il y a autour, et spécialement sur les équipes qu'on va rencontrer. Guy, bonjour. Bonjour. Clément Grèce, Beansport. On a été nombreux à être surpris, pour ne pas dire choqués, par la levée de la suspension ferme de Balogun. En tant que fan de foot, vous, comment vous réagissez quand des décisions sportives aussi importantes sont prises lors d'un appel téléphonique entre un président d'un État et un président de la FIFA? Alors, je vais vous répondre. Et moi, je suis focalisé sur essentiellement les matchs qu'on fait. J'étais focalisé sur le Paraguay, focalisé sur le Maroc. Et donc, je ne sais pas trop ce qui se passe autour. Maintenant, vous me connaissez depuis un petit moment. J'aime bien avoir, quand je parle d'un fait, j'aime bien avoir tous les éléments. À titre personnel, quand je revois les images, je ne trouve pas que l'arbitre a pris une mauvaise décision. Voilà. Après, tout ce qui se passe autour, là, ça me dépasse, et donc je reste focalisé sur le Maroc. Denis Ménétrier pour Le Monde. Le Maroc est la première sélection africaine à se qualifier 2 fois d'affilée pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Est-ce que vous avez un regard, une analyse sur la progression du football marocain depuis 15 ans? Oui, je trouve que c'est une fédération qui travaille bien. Je fais pas d'offre d'emploi. Je trouve qu'ils travaillent bien. Je trouve qu'ils mettent les moyens nécessaires aussi. Je trouve qu'ils ont beaucoup progressé. On a eu beaucoup de joueurs dans le championnat de France qui jouent actuellement, et donc on les connaît peut-être plus que d'autres. Voilà, on voit que c'est une équipe des demi-finalistes. Ils ont changé d'entraîneur. Ils gardent quand même cette force, je trouve, cette force collective. Voilà, ils ont fait match nul avec le Brésil. Bon, même si le Brésil n'est plus là, ils ont battu les Pays-Bas. Donc c'est quand même du costaud. Ils arrivent à plus que rivaliser avec les bonnes équipes européennes, voire d'Amérique du Sud. Donc c'est incontestablement un pays qui progresse fortement. Bonjour Guy, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Certains observateurs, dont je fais partie, trouvent que les décisions arbitrales concernant l'équipe de France sont parfois en défaveur justement de la sélection. C'était le cas notamment contre le Paraguay, où il y a eu un nombre incalculable de fautes des Paraguayens qui n'ont pas abouti à un carton jaune, contrairement à vous. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à ça sur la suite? Non, je pense pas. Je pense vraiment pas. C'est sûr qu'il y a eu des interprétations et des décisions qui n'étaient pas en notre faveur contre le Paraguay. Mais
je pense que c'est pas très bon de revenir là-dessus. Nous, on est focalisé sur le match qui vient, etc. Et donc, ça peut arriver une décision ou plusieurs décisions qui ne sont pas dans le sens de ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, maintenant, restons sur le foot, restons sur le rectangle vert et ne perdons pas d'énergie avec tout ce qui peut se dire à côté, quoi. Bonjour Guy. Pardon, Xavier Monferrand de Radio France. Juste, j'aimerais avoir votre réaction. On a vu les propos d'une sénatrice paraguayenne à l'encontre des propos extrêmement offensants, extrêmement racistes, à l'encontre du capitaine de l'équipe de France qui a réagi. Kylian a réagi sur les réseaux. Philippe Diallo, votre président, veut faire une action en justice. Juste avoir un petit peu vos mots. Est-ce que vous en avez entendu parler entre vous dans le staff? Est-ce que vous en avez parlé avec Kylian? Enfin voilà. Oui, j'en ai. Merci. On a entendu parler. On n'a pas parlé avec Kylian encore. On n'a pas eu l'opportunité. En 3 mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que ce que j'ai pu lire en venant dans la voiture que je partage ce qui a été dit par la fédération et par Kylian, évidemment. Bonjour Guy, Vincent Duluc à l'équipe, sur ta droite plutôt au bout. Bonjour. Pour en venir sur le dossier de Bouhaddi, quelle a été votre politique vis-à-vis des binationaux pendant toutes ces années? Est-ce que tu as l'impression qu'à l'avenir, il faudrait être plus agressif, c'est-à-dire peut-être les sélectionner plus tôt dans les matchs officiels? Oui, je comprends. D'abord, Didier, son avis là-dessus, c'est qu'il ne veut pas bloquer un joueur. Voilà. Il ne veut pas prendre un joueur pour le faire jouer 1 minute et puis comme ça, il ne pourra plus aller avec un autre pays, nationalité sportive différente. Donc, je ne pense pas. On a de très bons. Il y a beaucoup de choix. Le souci, c'est de faire le bon choix. Et évidemment, quand il y a un joueur comme Ayoub qui part au Maroc et qui joue des très bons matchs, en tout cas sur les matchs de poule et après, évidemment, on peut se poser la question, mais il faut aussi laisser à chacun le choix de choisir. Il a souhaité, c'est un jeune joueur, hein, il a 18 ans et demi, donc il a fait ce choix à ce moment-là de sa carrière. Voilà, il n'y a pas d'autres explications à donner. Didier a toujours dit que c'était un bon joueur, il a toujours dit que c'était voire un très bon joueur. Mais aujourd'hui, à ce poste-là, il y avait aussi d'autres bons joueurs qui sont dans les 26. Bonjour Guy, Jean-François Pérez, le JDD. Est-ce que vous pouvez nous dire ou nous confirmer que la Fédération française de foot a déposé une réclamation pour faire annuler le carton jaune de Michael Olise, tout d'abord? Oui, c'est en cours. D'accord. D'autres cartons jaunes aussi sur les 3 ou pas? Non. D'accord. Et sur le match contre le Paraguay, est-ce que dans votre longue carrière, vous en avez vu beaucoup des matchs comme ça? C'était quand même atypique. L'arbitrage aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus serré. La réponse est non. J'ai pas vu d'autres matchs comme ça, quoi. Voilà, et je termine du coup ma question. Qu'est-ce que ça peut changer dans un effectif, dans une compétition, ce genre de match? Qu'est-ce que ça peut apporter? Merci. Moi, je trouve que avoir joué un match comme ça à ce moment-là de la compétition, pour nous, je trouve que c'est fructueux parce que ça amène des réponses sur ce que les joueurs sont capables de faire devant une telle adversité. Parce que c'était un jour pour disjoncter, et personne n'a disjoncté. Donc ça, c'est quand même une preuve même si ce sont des jeunes joueurs, c'est quand même une preuve de maturité. Voilà. Bonjour Guy, Alexandre Martin-Lopez pour l'AFP. Ça fait 17 ans que vous êtes aux côtés de Didier Deschamps. Je sais que c'est très difficile de résumer autant d'années en peu de temps, mais avec le recul, qu'est-ce que vous diriez, à quel point cette relation a changé votre vie, professionnellement et humainement, et qu'est-ce qu'elle représente, elle a représenté pour vous? Merci. C'est évidemment depuis 17 ans une relation de proximité, relation à la fois sur le plan professionnel
et amical. Ça s'est construit au fil du temps et au fil des épreuves, parce qu'il y en a eu des épreuves. Il y en a eu à Marseille, il y en a eu au début, notamment avant le match contre l'Ukraine en 2013. Voilà, c'est aussi dans les épreuves qu'une affinité, une proximité se construit. Donc voilà, évidemment que c'est un moment très, très fort de ma carrière. Donc j'espère que dans quelques semaines, on a déjà des très bons souvenirs. J'espère qu'on en aura encore plus, quoi. Bonjour Guy, Baptiste Després, Le Figaro. Bradley était là il y a quelques jours et il disait sur Michael Olise qu'il était dans son monde. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Et est-ce qu'on fait fausse route si on le compare et qu'on dit qu'il est dans la lignée des Platini et des Zidane? Alors, il est dans son monde, c'est quelqu'un qui s'exprime pas beaucoup, que ce soit en français ou en anglais, donc un peu introverti. Ce qui n'empêche qu'il peut être très agréable, il est capable d'avoir un échange avec lui, très, très intelligent, même s'il ne parle pas beaucoup, s'il ne s'exprime pas beaucoup. En tout cas, il sent le foot, vraiment. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La deuxième partie de la question, c'était... Est-ce qu'il est dans la lignée des grands? C'est un joueur créatif, c'est un joueur passeur, c'est un joueur finisseur, c'est un joueur qui voit avant beaucoup de joueurs. Peut-être un peu tôt encore pour aller sur les noms que vous m'avez cités, mais il est jeune encore. Il est jeune, lui aussi. Bonjour Guy. Bonjour Guy, juste ici. Ilias Peters de 90 minutes. On est à 4 jours du quart de finale face au Maroc. Que pouvez-vous nous dire à l'instant T sur l'état de santé d'Aurélien Tchouaméni? Sa participation est-elle envisageable? Et quelle différence vous ressentez quand l'équipe de France joue par exemple avec un tandem Tchouaméni-Rabiot par rapport à un tandem Koné-Rabiot? Merci. Alors, même si vous ne me demandez pas, je vais vous donner des nouvelles de Marcus Thuram aussi. Donc Marcus, ça va mieux, son mollet. Il va s'entraîner en principe normalement cet après-midi. Cet après-midi sera une séance assez courte et peu intense, avec un peu de course et du tennis-ballon pour ceux qui n'ont pas ou peu joué, donc une séance d'assez faible intensité, mais séance quand même. En ce qui concerne Aurélien, il va continuer son travail individualisé. Voilà. Et on verra chaque jour comment sa blessure se guérit ou pas. Voilà, on est c'est vrai, un peu pris par le temps, parce que le match c'est jeudi, mais il continue son travail individualisé. Voilà, aujourd'hui et demain également. Sur le profil, après, il y a deux profils Adrien avec Aurélien ou Adrien avec Manu. Évidemment, c'est des profils différents. Manu est plus dans la récupération, il est capable aussi de se projeter. Voilà, c'est deux profils différents. Et il y a d'autres profils différents encore avec Warren et avec NJ qui n'ont pas été utilisés, mais les joueurs sont là et contents d'être là. Et on garde le maximum de joueurs valides pour le match. Bonjour Guy, François Quivon pour le Télégramme. Dayot Upamecano s'est affirmé comme le patron de la défense depuis le début de la compétition. Comment vous jugez déjà sa progression depuis qu'il est arrivé en équipe de France? Et plus spécifiquement sur cette compétition, on a l'impression qu'il a pris une stature assez imposante. Merci. Oui, Dayot, comme au Bayern de Munich d'ailleurs, il est au Bayern, c'est un titulaire à part entière et il joue
énormément de matchs dans la saison. Et là, avec nous, il a pris une sacrée dimension. C'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, avec William, souvent. Donc c'est un joueur très, très puissant, très bon dans le duel. Il ne fait pas n'importe quoi dans la relance non plus. Voilà, c'est un joueur top niveau. Bonjour Guy, Jérémy Baron de SoFoot. Un mot concernant les supporters. Il y a des supporters français évidemment qui ont fait le déplacement aux États-Unis, mais il y a beaucoup de gens. On voit des gens de toutes les nationalités qui portent des maillots bleus lors des matchs et qui sont même plus nombreux qu'en fait que les Français qui ont fait le déplacement. Est-ce que le groupe et vous-même vous êtes conscient de cette cote de popularité là et qu'est-ce que ça vous inspire tout simplement? Merci. J'avoue qu'on est un peu dans notre bulle. Évidemment, on voit l'effervescence qu'il y a, même si on ne regarde pas beaucoup sur les chaînes de télé, mais surtout autour de l'hôtel. Et puis quand on part à l'entraînement, on voit que les gens sont là et les gens sont contents de nous voir. Mais on n'est pas focalisé sur ça. Et même si chacun, on a des coups de fil de France, etc. Donc ça a l'air de bien réagir aux prestations qu'on peut faire, mais on n'a pas suffisamment, pas encore en tout cas, de retour. Si c'est le cas, tant mieux. Bonjour Guy, ici devant vous, Julien Tourmaville et DNA. On a parlé du milieu de terrain du Maroc, Bouhaddi, El Ainaoui, Ounahi, très performant. Comment faire pour être dominant dans ce secteur de jeu avec un double pivot face à ces trois joueurs-là? Comment les limiter aussi de leur pouvoir dans les transitions? Et est-ce que ça va se jouer peut-être au milieu, ce match, face au Maroc? Oui, c'est possible. Ils ont l'habitude de jouer aussi un petit peu comme nous, avec un 4-2-3-1. Et quand ils ont perdu le ballon, c'est un peu une autre formule, plutôt 4-4-2. Voilà, donc il y aura... ils ont l'habitude aussi d'aller presser l'adversaire, eux. Donc, après, c'est toujours pareil. Il faut, selon la disposition des joueurs sur le terrain, il faut une habileté technique. Et on parlait de Dayo tout à l'heure, ou de William, pour sortir les ballons et faire en sorte que ce pressing adverse, on puisse être meilleur. Et donc, ressortir le ballon, ce qui ensuite nous donnera des espaces. Donc, c'est la capacité qu'on aura à sortir les ballons et à être fort techniquement. Voilà, ça c'est une chose. Et puis ensuite, lorsqu'on n'aura pas le ballon, c'est aussi notre capacité à gagner les duels et à être nombreux à la récupération. Alors évidemment que quand on a beaucoup de joueurs offensifs, c'est pas toujours évident. Mais on a réussi à le faire sur certaines séquences dans les matchs précédents. Et si on a marqué autant de buts, si on a fait ce qu'il fallait à la récupération, c'est que tout le monde travaillait dans son registre à la récupération. Hi, Mr. Stefan, here in the back. I would appreciate if I could get an answer in English. If you can tell me overall, what do you think about your next game against Morocco? And also, can you tell us a little bit about the fact that France can adjust to different rivals, as you did against Paraguay, where they were trying to provoke you at some point. The game got physical at some point too, but you can also play elegant soccer. So can you tell me a little bit about that ability that you have to vary your game depending on your opponents? Thank you. Comment allez-vous préparer le match contre le Maroc? Et la deuxième question, comment vous pouvez nous expliquer la capacité de la France de s'adapter aussi bien contre l'équipe comme Paraguay qui joue le low block, qui joue le bloc bas, pardon, et comment vous arrivez à s'adapter aussi bien? D'accord. Le début, c'était... Le début. Celui de la match à venir. Tout début. Comment vous allez se préparer pour jouer contre le Maroc? Oui. C'est quoi votre avis sur ce match? Ok. Merci. On s'est préparé, on se prépare depuis
depuis le Paraguay, depuis hier, même si le travail était essentiellement sur les joueurs qui n'avaient pas joué, ce sera aussi le cas aujourd'hui. Et je vous le dis, il y aura un travail vidéo qui sera important, on a déjà commencé dès ce matin. Pour nous, pour les joueurs, c'est un peu plus tard. Et plus, évidemment, on va se rapprocher du match, plus il y aura une mise en place et puis un travail axé vraiment sur l'adversaire. Après, sur la deuxième partie de la question, c'était par rapport au duel qu'il y a pu y avoir contre le Paraguay. Voilà, c'est un match qui est terminé, c'est un match qui a été dur, qui a été éprouvant, nerveusement, physiquement. Voilà, maintenant, on est passé à autre chose. Faut plus, quand je dis faut plus y penser, si, il faut y penser parce que ça nous amène forcément quelque chose et ça amène forcément quelque chose aux joueurs, un registre encore différent dans leurs capacités. Mais là, on va jouer contre une équipe qui va opérer complètement différemment, qui a une qualité technique, qui a la capacité à aller vers l'avant, qui est vraiment, vraiment différent. On va terminer avec Martin Monnier d'Eurosport. Bonjour Guy. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du dos de William Saliba? Comment évoluent ces douleurs? Et autre question, on a beaucoup parlé de la bataille du milieu, de la capacité des Marocains à être très forts en transition. Est-ce que le passage à 3 milieux est une option envisagée ou est-ce que c'est complètement exclu aujourd'hui? D'abord, c'était William. Alors William, il va bien. Il faudra évidemment faire attention jusqu'au bout. Donc il est ménagé sur certaines séances. Ça va être encore le cas. Mais il n'y a pas de... A priori, en tout cas, je ne suis pas dans son corps, mais a priori, pas de souci immédiat. La deuxième, j'ai pas trop dormi. Milieu 3, oui, il y a 3. Je pense pas que ce soit une solution. Hein? Merci. L'entraînement tout à l'heure donc est ouvert. Ok. Merci.